chers amis téléspectateurs, vous êtes sur Afro-Web TV. Bienvenue à cette seconde partie de votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro-Web TV. Vous nous suivez sur notre chaîne YouTube, veuillez vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et vous êtes au bon endroit pour disséquer des thématiques qui vous intéressent. Nos invités sont en place par duplex avec nous sur Afro-Web TV et nous avons le privilège encore une fois de recevoir et de remercier M. Apom Léandre, qui est analyste politique et qui va encore se pencher sur le sujet du Togo. Nous avons aussi depuis Bruxelles le professeur Pini Pini qui nous honore aussi, consultant politique depuis Lomé. Nous recevons avec tous les honneurs monsieur Tété Credo, journaliste et analyste. Tous ils sont là pour parler donc de ce second sujet qui intéresse beaucoup et vous serez la bienvenue pour nous appeler sur le +1 319 462 89 119 numéro à votre écran. Nous vous donnerons 2 minutes pour votre intervention lorsque vous allez nous appeler. Nous vous prierons donc de diminuer votre poste récepteur. On parle du cas d'école du Togo avec les manifestations qui ont été annulées à quelques heures donc de ces manifestations de l'opposition au Togo. Nous savons qu'il y a également une situation qui prévoit en ce moment concernant la modification de la Constitution et d'autres. Nous sommes également en début de campagne électorale concernant les élections législatives et régionales. Bien avant donc d'aborder cet aspect, je voudrais avoir les avis des uns des autres sur quelques questions en 2 minutes 30 sur chaque réponse. Monsieur Tété Credo, je vais commencer par vous, puisque vous êtes au Togo en ce moment d'où nous vous recevons. Que retenir des consultations prévues par les gouvernants ces derniers jours? Oui, merci Moïse. Je crois que le gouvernement, bien l'Assemblée nationale, a décidé sur la demande du chef de l'État, Faure Gnassingbé, de mener une tournée nationale d'information et surtout d'écoute par rapport à la nouvelle loi constitutionnelle qui a été votée le 25 mars dernier. Et il nous en souvient que lorsque cette loi a été votée, les acteurs sociopolitiques se sont exprimés et ont exprimé, disons, leurs réserves, leurs inquiétudes. Ils se sont questionnés sur non seulement l'opportunité, mais également les aspects juridiques, les implications juridiques. Donc, le chef de l'État, le travail a été fait par les députés le 25 mars dernier, parce que c'est en fin d'année, plus précisément le 26 décembre 2023, que les députés, qu'un groupe de députés a introduit sur la table du bureau de l'Assemblée nationale une proposition de modification de loi constitutionnelle. Donc, cela a suivi ce qu'on appelle la procédure parlementaire et le 25 mars dernier, ça a été voté. Et lorsque une loi est votée par le Parlement, selon les textes, le chef de l'État, le président de la République, dispose de 15 jours pour la promulguer ou non. Et nous avons constaté également avec sagesse, avec humilité, que le chef de l'État avait toute la latitude de promulguer cette loi et cette loi aurait, disons, un effet immédiat, mais il a décidé d'être attentif, de manifester cette disponibilité d'écoute vis-à-vis de ses compatriotes, ce qui a amené à, dans un premier temps, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a demandé une deuxième lecture de cette loi. Et lorsque on était dans la logique d'une deuxième lecture, le chef de l'État est allé à la seconde marche d'escalier pour dire oui, oui, vous êtes dans la logique de procéder à une deuxième lecture qui doit normalement, suivant la procédure parlementaire, retourner à la commission des lois et ensuite à la plénière. Mais le chef de l'État a dit a demandé encore que les populations, que les groupes organisés soient consultés et que les gens fassent également des propositions d'amélioration. Et l'une des critiques également sur la nouvelle loi qui a été adoptée le 25 mars dernier, c'est le positionnement de tout ce qui a trait à la défense des droits de l'homme. Des experts
se sont exprimés, des acteurs politiques se sont exprimés. Aujourd'hui, la tournée a pris fin et j'ose croire que les résultats seront contenus dans un rapport et que ce rapport sera minutieusement étudié à la commission des lois et retourné en plénière. Voilà le décor qui est très bien planté, très bien présenté par Monsieur Tété Credo. Monsieur Léandre Apom, dites-nous, de loin à la diaspora, est-ce que selon vous ces consultations ont été réussies? Oui, je crois que bon, j'ai été un peu distrait par des bruits à mon niveau. Je crois que tu peux, s'il te plaît, reposer la question. Alors, quels sont vos points de vue sur les consultations proposées et faites par les gouvernants de votre pays, le Togo? Merci. Je crois que dans une certaine mesure, il fallait commencer par là, en fait. Pas dans une certaine mesure. La meilleure mesure, c'était de commencer d'abord par des consultations et non le faire après. Voyez tout le remous que ça a créé, les problèmes sociopolitiques que ça a créé. On dit gouverner, c'est prévoir. Donc, normalement, le régime en place, qui n'est pas un nouveau régime qui existait depuis 1967, devra donc être habitué à fonctionner convenablement selon les règles de l'art. Mais là, on constate à chaque fois des ratés. Et ces ratés sont finalement préjudiciables à la démocratie et au vivre ensemble dans le pays. Normalement, cette erreur ne devrait pas être commise. On devrait d'abord demander l'avis de la population de l'opportunité de voter une nouvelle loi. Parce que une loi avait été votée, en tout cas où une révision a été faite sur la loi fondamentale en 2019 qui n'a pas été expérimentée. Et du jour au lendemain, une nouvelle loi sort de nulle part, ex nihilo. Et on demande maintenant aux gens de se prononcer là-dessus. Ce qui est encore un peu grave, c'est que cette loi qui a été votée n'est pas connue. Les gens ne l'ont pas, mais on va quand même faire des consultations. On fait des consultations sur la base de quoi? Normalement, cette loi devrait faire l'objet d'une grande diffusion. Elle devrait être divulguée. Les préfectures, les régions, les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, les personnes aux ressources devrions être en possession de ce document au moins peut-être une semaine à l'avance. Le temps, donc, que chacun s'imprègne du contenu. Première étape. Deuxième étape, on va lancer donc les consultations générales avec un temps un peu rallongé afin de collecter les avis. Parce que là, cette consultation a été précipitée, les gens n'ont pas été préparés et c'est une couche, une entité de la société des forces vives qui a été consultée, c'est-à-dire les chefs traditionnels. Vous voyez, quelque part, on se dit qu'est-ce que ce n'est pas un jeu des autorités en place de sauter certaines étapes afin finalement de légitimer cette démarche en tout cas de cette démarche d'avoir une nouvelle constitution et de passer d'une république à une autre. Est-ce que c'est opportun aujourd'hui? Quelles sont les raisons? Pourquoi? C'est vrai, ils ont vanté les bienfaits d'une telle démarche, c'est-à-dire d'un tel régime parlementaire. Oui, mais est-ce qu'il y a un problème pour qu'on nous parle et qu'on nous impose cette nouvelle démarche? C'est ça la question que tout le monde, en tout cas moi, je me pose. Donc la première des choses, c'était de donner l'opportunité de communiquer avant.
Merci. Alors, professeur, est-ce que le gouvernement togolais a mal fait, par exemple, de se rattraper par rapport à cette proposition de loi et aussi donc le président de la République togolaise qui a proposé à ce qu'on consulte les populations à la base sans consulter, par exemple, l'opposition, puisque ce n'est pas encore fait, on ne sait pas si c'est prévu par les autorités togolaises ou pas. Quelle analyse faites-vous donc de cette situation, professeur? Merci beaucoup. Moi, je trouve en fait, que les contradictions sont flagrantes parce que c'est quand même pas comme ça que l'on peut agir en tant que responsable. S'il y avait vraiment une urgence de changer la Constitution, mais ce n'est quand même pas à la veille des élections que qu'on le fait. Ils auraient pu le faire depuis 3 ou 4 ans. Donc, on aurait pu mettre le processus en marche. Et vraiment, comme a dit mon prédécesseur, ou mes prédécesseurs, aller d'abord auprès de la population, faire les consultations, justement. C'est la mission même des députés. Et donc, eux sont là, ils sont la voix du peuple, comme on dit. Donc, ce sont eux qui doivent faire les consultations. Ils devraient venir avec les déshydratats du peuple pour dire voilà ce que le peuple veut. Le peuple nous demande, si nous demande ça. Par rapport à ça, qu'est-ce que nous faisons au niveau de l'Assemblée? D'ailleurs, et puis c'est en concertation avec le gouvernement aussi. Et donc, pour moi, ça devrait, si c'était une urgence, c'est depuis 2 ou 3 ans que la loi aurait déjà été votée et promulguée. Mais maintenant, franchement, à la veille des élections qui doivent avoir lieu maintenant, on change toute une constitution. Mais pour qui on prend les gens? Donc moi, je trouve que c'est la première contradiction quand même flagrante. Alors maintenant que la loi a été votée sans l'avis du peuple, alors maintenant on va vers le peuple pour faire des consultations. Et on le fait à la va-vite et encore également, comme nous l'entendons là, pour ne voir qu'une frange de la population. Pourquoi pas tout le monde? Donc moi, je crois que c'est le problème de la gestion. Il s'agit de gérer un pays, c'est-à-dire la vie des gens. Les gens pensent que les pays, c'est simplement le gouvernement, les ministères, les voitures. Non, les pays, c'est les gens. C'est la vie des gens. C'est-à-dire quand on parle de la vie des gens, c'est la vie réelle. Des gens qui ont aujourd'hui une année, ceux qui ont même moins, ceux qui ont 5 ans, ceux qui ont 10 ans, ceux qui ont 20 ans, ceux qui ont 50 ans, 60, c'est tout cela. Et ceux-là doivent vivre. Donc le travail de tous ceux qui dirigent, c'est de faire vivre convenablement ces gens-là, c'est toute la population. Donc maintenant, il reste à savoir, est-ce que cette loi qu'ils veulent absolument imposer va aider la population à mieux vivre? On voit bien que non. C'est une affaire simplement pour maintenir quelques personnes, notamment le président et son groupe, au pouvoir. On voit bien d'ailleurs le président, c'est maintenant qu'il a pris la position de se mettre comme à l'écart, d'être au-dessus de la mêlée. Mais il aurait fallu le faire avant. Donc d'abord c'est une loi qu'il aurait fallu m'enlever. Merci, professeur. Alors, suite aux consultations prévues par les gouvernants à la modification, donc pour informer donc le peuple ou pour dispatcher en bon terme donc les informations, certains opposants se sont regroupés pour manifester contre cette modification de la Constitution et aussi d'autres paramètres que je ne citerai pas, vous le savez comme moi. Alors, est-ce que véritablement, Monsieur Credo, ces manifestations, comment s'est passé ces manifestations et est-ce que ces manifestations constituent telle la solution en ce moment pour une sortie de crise, selon vous, puisque vous êtes sur le terrain? Oui, vous permettez, Moïse, que je revienne juste 30 secondes sur les avis exprimés par les autres panélistes. Donc, je dirais que sur cet aspect, c'est vrai, donc on aurait pu avoir ce schéma, mais il faut préciser que la Constitution est muette là-dessus. Et lorsque nous prenons l'article 144 de la Constitution, il y a tout d'abord les députés légifèrent au nom du peuple.
Donc, en légiférant au nom du peuple, donc ils peuvent prendre des initiatives. Et je crois que c'est cette initiative qui a été prise par un groupe de députés qui a fait tout le circuit parlementaire jusqu'à son adoption. Maintenant, si le chef de l'État jugeait bon de manifester une disponibilité d'écoute, c'est déjà un point pour essayer de rattraper, pour écouter les gens qui ont exprimé le besoin de contribuer ou bien même pas des critiques à ce qui a été fait. Donc, c'est aussi bon. Maintenant, nous devons avoir l'humilité d'attendre les conclusions de cette tournée, de ce que les populations au tréfonds du pays ont exprimé et qui va enrichir, je suppose, les travaux en commission des lois. Maintenant, revenons sur le sujet des manifestations. Je dirais, oui, les partis politiques sont dans leur droit de manifester. C'est l'expression de la vitalité démocratique dans notre pays. Mais lorsqu'ils avaient, disons, le 4 ou bien le 5 avril, introduit une lettre au ministère de l'Administration, comme la loi sur la manifestation le prévoit, donc ils ont dit qu'ils vont protester contre la nouvelle condition qui est adoptée. Certes, maintenant, est-ce que les conditions sont réunies sur le plan sécuritaire? Est-ce que toutes les conditions, d'abord, avant d'aller au plan sécuritaire, est-ce que la loi sur les dispositions de la loi sur les manifestations, les déclarations de manifestation ont été totalement remplies? Dans la première réponse du ministre de l'Administration territoriale aux organisateurs, donc il a tenu à leur relever cela. Donc il a dit, en notifiant bien, en disant l'essentiel qui sous-tend cette décision d'interdiction, c'est qu'ils n'ont pas répondu aux dispositions des articles 9 alinéa 2 et article 11 alinéa 2 de la loi fixant les conditions d'exercice. Donc, c'est ce que l'autorité en charge du contrôle des manifestations a dit. Et dans un second temps, nos acteurs politiques qui sont dans leurs droits, qui sont dans leur rôle, ont rappliqué pour dire si la date du 11 n'est pas n'est pas conforme ou bien ne répond pas disons à cette loi, à cette condition, au moins qu'on puisse autoriser les manifestations des 12 et aujourd'hui 13. Mais le ministre de l'Administration et le ministre de la Sécurité ont communiqué pour nous dire que selon les informations, il y a des bribes d'infos qui voudraient que ces manifestations n'aient pas lieu, surtout à la veille du démarrage de la campagne électorale, parce que ils auraient eu des informations dignes de foi. Je les cite, ce n'est pas mon invention. Ils auraient eu des informations concordantes dignes de foi qui font état de ce que les organisateurs se seraient réunis et projetés de passer outre les interdictions et de mettre au défi les forces de sécurité et de l'ordre. Donc là, il faut le dire, c'est la veille du début de cette activité, notamment le jeudi, que les organisateurs ont tenu une conférence de presse pour essayer de braver l'interdiction des manifestants. Tout cela, c'est le jeu politique. Mais qu'est-ce que nous avons vu, qu'est-ce que nous avons remarqué au premier jour, c'est que les populations n'ont pas répondu aux appels de l'opposition, ne sont pas sortis malgré, disons, les défiances, pardon. Il y a des démarches qui sont faites par l'opposition. On a constaté que l'opposition a fait référence aussi à la CEDEAO. À un certain moment donné, on rencontrait les responsables de la CEDEAO à Lomé, et aussi des discours sont faits du côté de la diaspora sur les réseaux sociaux. En d'autres termes, aujourd'hui, par exemple, aussi en Europe, il y a des manifestations qui ont été organisées dans ce sens. Monsieur Apom Léandre, dites-nous, quelles sont vos analyses par rapport à l'annulation donc de ces manifestations de l'opposition? Oui, merci. Je crois que mon confrère Credo Tété a évoqué quelque chose qui suscite à moi un commentaire, c'est-à-dire que les dates prévues, c'était le 11, 12 et 13. Le 11 est sous le coup de la loi. Alors, le 12 et le 13 devraient être automatiquement autorisés. D'ailleurs, est-ce qu'on est sous le régime d'autorisation? Voilà. Donc, la date du 12 au moins et du 13 devrait être autorisée. Et c'est là que le bras de fer est né, parce que si vous respectez
la loi, vous qui êtes les garants de la sécurité des citoyens, alors vous devriez mettre les conditions pour que des manifestations pacifiques soient organisées dans le pays. Ça, c'est dans l'ordre normal de l'animation de la vie politique. Si vous avez autorisé qu'il y ait des partis politiques dans le pays, alors une de leurs activités, c'est également de manifester leur désaccord. Et le manifester, c'est à plusieurs manières. Et l'une des manières, c'est les manifestations publiques devraient donc être encadrées par l'autorité en place. Les acteurs politiques qui ont initié cette manifestation ont compris que le 11 était sous le coup de la loi. Alors, donc, ils ont voulu faire comprendre à l'autorité que le 12 et le 13 devraient donc normalement être possibles. Qu'est-ce qui donc empêche l'autorité de permettre que les dates du 12 et du 13 soient autorisées? Voilà, c'est là aussi le problème avec les autorités politiques togolaises qui jouent parfois sur, en tout cas, sur les interprétations et empêchent, en tout cas, la classe politique de l'opposition de s'exprimer librement. Parce qu'il n'y avait pas de raison d'empêcher la manifestation du 12 et du 13. Et pour moi, ça serait, si j'étais le ministre de la Sécurité ou les autres ministres qui autorisent les manifestations dans le pays, je mettrais tout simplement les conditions nécessaires pour que cette manifestation pacifique ait lieu. Et on revient. Mais le problème, c'est que c'est les autorités eux-mêmes qui sont en train de créer cette situation, en fait. Sinon, comment comprendre qu'on convoque le corps électoral pour le 13, je crois, le 13 avril, et c'est encore en cette période-là que les députés vont changer la Constitution. Il y a tout un plan derrière finalement, parce que gouverner, je me répète encore, c'est prévoir. Comment est-ce que un gouvernement qui ne vient pas d'arriver au pouvoir puisse commettre de ces gaffes-là énormissimes en pleine période électorale, pas pour une élection présidentielle ni une élection locale, mais c'est une élection des députés. Donc, les députés seront normalement en ce moment en train de préparer leur base, en train de préparer la campagne électorale. Et c'est encore eux qui sont très actifs dans le changement de loi, de constitution. C'est gravissime, normalement. Et il est normal que les acteurs politiques manifestent leur désaccord. Ça ne devrait donc pas normalement être un problème. Malheureusement, c'est la réalité que nous avons constatée. Il y a quand même, j'ai vu des vidéos, je ne suis pas sur le terrain, j'ai vu des vidéos quand même où il y a des gens qui sont sortis, pas seulement les acteurs politiques, et j'ai vu même les altercations entre les leaders politiques et les forces de l'ordre. J'ai vu également des militants de ces partis politiques-là présents lors de ces altercations. Donc, j'ai vu des femmes, des jeunes et autres. Et on met la différence entre les leaders politiques que nous connaissons. J'ai vu Apévon, j'ai vu Jean-Pierre Fabre et d'autres. Et j'ai vu également des populations qui étaient là, même si ce n'est pas en grand nombre. On ne dira pas que les populations n'ont pas répondu à l'appel de l'opposition. Ils ont répondu, mais en petit nombre, tout simplement, vu les tensions qui ont été créées exprès. Les gens ont eu peur de sortir tout simplement. Merci. Merci à vous aussi. Alors, professeur Pinipini, vous êtes de nationalité congolaise, mais vous êtes panafricain. Et dans ce genre de situation, que faire? D'abord, je voudrais un peu revenir sur ce qu'il disait par rapport aux contradictions. Ce qui est quand même étonnant, que que la campagne électorale devra commencer, je crois c'est demain, que la campagne électorale qui commence aujourd'hui à minuit. Voilà, elle a commencé sur quelle constitution? Donc c'est sur l'ancienne constitution, parce que la nouvelle
soi-disant, n'est pas encore promulguée. Donc cela veut dire que les élections vont avoir lieu sur l'ancienne constitution. Alors, pourquoi faire tout cet tapage? Donc il aurait pu, maintenant, effectivement, la constitution, la nouvelle constitution, elle est annulée d'elle-même. Le fait que la campagne va commencer. Donc, il n'y a plus de nouvelle constitution. Mais or, le pouvoir refuse même que l'opposition puisse manifester. Et ce n'est pas simplement un simple refus. Ils auraient pu dire non, voilà, effectivement, maintenant, comme vous voyez, on n'est pas dans les délais. La nouvelle constitution proposée, elle est annulée. La nouvelle loi est annulée. Donc, il n'y aurait même pas eu il n'y aurait plus eu de débat, il n'y aurait plus eu de manifestation. Or, eux, le fait qu'il y ait manifestation, non seulement ils l'interdisent, mais ils envoient des forces de la police au niveau du rond-point où devait commencer la marche depuis la veille. Donc, que ce rond-point est maintenant pris d'assaut par des militaires hautement armés. Mais c'est pour faire quoi? C'est pour tuer la population. Hein? Pour les militaires armés, pour une manifestation, nous rappelons de ce qui s'est passé en 2005, il y a eu 400 morts. Donc, le pouvoir veut encore faire la même chose. Pourquoi? Donc, je vous dis, voilà un peu toutes ces contradictions-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, donc, il faut annuler cette fameuse constitution nouvelle. Elle n'a pas lieu d'être. La campagne a commencé sur l'ancienne constitution et doit continuer jusqu'au moment où il y aura des élections. Il faut qu'elles soient libres et transparentes. Il faudra que les pouvoirs puissent savoir que nous sommes dans une ère nouvelle. L'Afrique veut respirer. Pourquoi ce pouvoir veut continuer à mettre son genou sur le cou du peuple togolais? Nous en avons marre de voir le peuple togolais toujours tué, toujours réduit à moins que rien. C'est un peuple qui mérite de vivre normalement. Pourquoi ce pouvoir veut toujours continuer à les mater, à lui ôter la vie pour se maintenir au pouvoir? Quelle est la raison d'être d'un pouvoir qui veut tuer son peuple? Donc, vraiment, j'ai appelé ce pouvoir à la raison. C'est pas que le pouvoir veut tuer son peuple. On n'a pas encore les preuves de cette affirmation pour le moment. Ben, je vous dis qu'il y a eu celui qui est notre frère qui est à Lomé peut confirmer que les forces de la police ont investi les lieux où la manifestation devait commencer, c'est-à-dire le rond-point, j'ai oublié les noms, mais un grand rond-point connu où la manifestation devait commencer. Mais c'est là, pourquoi cette police est allée là en nombre et armée, sinon pour tuer? Donc moi, c'est ça que la police n'est pas là pour tuer, mais pour protéger les peuples, les populations togolaises. On va revenir tout à l'heure, professeur Pinipini. Alors, monsieur Tété Credo, nous sommes déjà dans l'atmosphère donc des campagnes électorales. Comment est-ce que vous voyez? Je sais que vous vous sentez interpellé par les différentes interventions. Vous allez leur donner 30 secondes pour revenir là-dessus. Mais comment est-ce que vous voyez, vous qui êtes sur le terrain, les campagnes? Dans quelle atmosphère se passeront ces campagnes électorales au Togo? Oui, vous permettez que je revienne un temps soit peu sur les interventions de mes co-panélistes, Monsieur Apom et puis le professeur Pinipini. Donc, c'est vrai, Monsieur Apom a essayé de planter un décor, donc on ne peut pas dire que ce décor est dénudé, mais pour ce qui concerne pour ce qui est, disons, de la compréhension du professeur Pinipini, donc je dis que il y a, disons, un manque d'informations, bien d'éléments d'appréciation. Et je voudrais seulement planter un décor. Est-ce que le gouvernement togolais va prendre un risque d'autoriser une marche lorsqu'il y a des signaux de violence dans un contexte sécuritaire difficile? Ça, c'est la première interrogation. Maintenant, le gouvernement, par la voix, ce que nous avons entendu, et je cite toujours les deux ministres, le ministre de l'administration territoriale et le ministre de la Sécurité, qui ont fait pas cas de ces signaux de violence, qui ont motivé, selon eux, l'interdiction de ces marches. Et quand des acteurs politiques voudraient passer outre ces interdictions, allant dans la défiance, est-ce que l'autorité va rester les bras croisés? Non, l'autorité ne peut pas rester dans les bras croisés. Et je dis, nous avons circulé hier dans Lomé, donc les forces de sécurité étaient
au lieu indiqué au rond-point Gapoto, mais c'est abusif de dire qu'ils étaient lourdement armés parce qu'ils étaient là avec les outils conventionnels de maintien d'ordre. Donc, on ne peut pas aller dans ce sens-là pour raconter ce qui n'est pas. Donc, et là, c'est un côté très important qu'il faut dire et prêter encore l'intention aux autorités comme quoi ils voudraient, est-ce qu'ils sont, en tout en se posant la question, je suppose, est-ce qu'ils sont dans la logique de tuer encore les Togolais? Donc, je crois que c'est vraiment exagéré. Revenons, Moïse, sur l'aspect du début de campagne. La campagne a effectivement commencé aujourd'hui et ayant circulé quelques artères de la ville, j'ai croisé aussi bien les équipes de campagne du parti au pouvoir uni, mais également un cortège du président Jean-Pierre Fabre de l'Alliance nationale pour le changement. Donc, toutes les entités politiques ont bénéficié, disons, du soutien ou bien de la sécurisation des forces sécurité spéciales élections législatives et régionales. Donc, jusqu'à aujourd'hui, aucun incident n'est encore signalé et nous formulons le vœu que tout se passe bien et que les Togolais puissent aller aux urnes pour élire leurs futurs députés. Et je voudrais chuter tout en revenant un peu en arrière pour dire quand on s'interroge pour dire quelle est l'utilité ou bien l'opportunité de cette loi, le chef de l'État avait toute la latitude. Donc, il n'y avait pas de contraintes faites au chef de l'État. Il pouvait promulguer cette loi depuis, dans l'intervalle du 25 plus les 15 jours. Mais s'il a demandé à ce que on fasse une deuxième relecture, il faut déjà comprendre que la démarche de deuxième relecture est suspensive de l'application de cette loi parce que du moment où la loi n'est pas promulguée, ça ne peut pas entrer en action. Donc, ce sont les précisions-là que je voudrais qu'on puisse comprendre pour mieux apprécier la situation. Merci. Alors, merci pour tous ces détails que vous venez de nous donner, Monsieur Léandre Apom. Quels sont vos pronostics pour ces élections électorales et régionales? Et puis, est-ce que l'opposition aura donc des chances pour remporter le maximum de sièges à ces élections? C'est vrai que c'est une question qui revient de temps en temps, mais c'est la première fois qu'on vous la pose. Je crois que il y a tout un théâtre qui se joue sur le dos des Togolais dans cette situation, parce que d'abord, les élections législatives et régionales ont été reportées à plusieurs reprises et à des intervalles très proches, surtout en avril. Et ça, c'est fait exprès pour fragiliser l'opposition, parce que c'est à la veille, le dernier report, c'était à la veille du démarrage des campagnes. Les gens avaient déjà dépensé des sommes pour rentrer en campagne. Des délégations sont déjà réparties sur le territoire. Et on annonce comme ça que la campagne, les élections sont reportées. Voyez, j'ai vu beaucoup d'acteurs politiques de l'opposition qui se sont plaints de ce comportement des autorités en place. Normalement, c'est un travail qui devrait, je me répète à plusieurs fois et je me répéterai autant de fois que possible, que gouverner, c'est prévoir. Si on n'est pas capable de prévoir, ça veut dire qu'en fait, on le fait exprès. C'est-à-dire que en pleine période électorale, des activités majeures s'organisent alors que la prépondérance devrait être accordée à la période électorale. Le chef de l'État a convoqué le corps électoral pour le 13 avril et normalement, aucune autre activité majeure ne devrait se faire durant cette période-là. Et je crois que si cette loi a été votée en pleine période électorale, c'est un coup d'État contre le chef de l'État lui-même, sans qu'il ne le sache. C'est un coup d'État contre lui parce qu'il a convoqué le corps électoral à cette période-là et les députés, normalement, et l'ensemble du corps électoral devrait suivre ce décret-là. Mais, contre toute attente, une loi majeure est votée en cette pleine période-là. C'est un coup d'État contre le décret de l'appel à
la convocation du corps électoral. Déjà ça. Et deuxième chose, c'est un double coup d'État contre le chef de l'État, contre l'autorité du chef de l'État, parce que, et je crois, je ne me rappelle plus de l'article qui dit que pour une révision de la Constitution, le projet est concurremment déposé par les 1/5 et le chef de l'État. Concurremment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à la fois les deux personnes qui le font. Les députés l'ont fait seuls. C'est un autre coup d'État contre le chef de l'autorité du chef de l'État, un coup d'État constitutionnel contre le chef de l'État. Donc, vous voyez, cet amalgame qui est constaté, moi je dirais que ce n'est pas anodin, c'est fait exprès pour fragiliser la classe politique de l'opposition. Parce que cette loi qui est votée brusquement, je le dis comme ça, d'une manière brusque, n'est pas fait exprès. Parce que en fragilisant l'opposition togolaise, par ces différents reports imprévus qui sortent comme ça, ensuite, le découpage électoral qui n'est pas favorable à l'opposition, tout ça, ensuite, tous ces méli-mélo qui est créé pendant que l'opposition devrait se concentrer sur les élections, elle se concentre maintenant, elle est publiée sur les manifestations contre cet appel et contre cette constitution qui a été votée. Vous voyez, donc c'est des diversions qui ont été créées exprès pour fragiliser l'opposition. Et maintenant, quand ils iront aux élections, c'est clair qu'ils n'ont pas eu le temps de se préparer. Et donc, ils sont dans une situation de préparation totale. Ils vont aller comme ça en désordre, organiser les élections, faire la campagne, sans les moyens, parce qu'ils l'ont déjà dépensé avant qu'elles ne soient effectives, les campagnes. Donc, ça, c'est beaucoup de points que je viens de citer, oui, qui prouvent que finalement, l'opposition part perdante. Et si j'étais à la place de l'opposition, je ferais en sorte que je ne boycotterai pas, mais je ferai en sorte que cette élection n'ait pas lieu et que on finisse avec cette histoire de consultation et sur cette affaire de changement de constitution et finir ça avant maintenant d'envisager des élections. C'est comme ça, moi, je ferais si j'étais à la place de l'opposition. Je ferais en sorte que cette élection soit annulée à cette date-là et repoussée très loin pour qu'on finisse cette affaire de changement de constitution avant de revenir. Mais c'est clair que l'opposition part frustrée, impréparée et fragilisée à ces élections-là. Merci. À tous et à chacun de vous, nous avons beaucoup de personnes qui nous écrivent en ce moment. Ce serait mieux que vous nous appelez, puisque nous ne pouvons pas lire les commentaires, nous ne pouvons pas parler à votre place. Et c'est sur le plus 1 319 462 89 119. Auditeurs, téléspectateurs, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Vous êtes en direct. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Ici Joseph. Monsieur Joseph, allez-y, vous avez 2 minutes. Voilà, je vais aller très rapidement. Je voulais d'abord réagir sur la question de l'interdiction en disant que, en fait, la police a investi les lieux parce que jusque la manifestation interdite. C'est juste pour cette raison, même en France, dans des grandes démocraties, je cite cet exemple juste comme ça, si une manifestation interdite, on déploie la police pour pouvoir empêcher tout rassemblement. Mais dire que c'est pour tuer la population, je pense que on exagère quand même sur ce point-là. Maintenant, concernant tout le débat autour de la Constitution, ce que je voulais faire remarquer, c'est vrai, moi ce qui m'a un peu désolé sur ce débat-là, c'est que ça a été présenté comme je dirais des députés qui sont venus en catiminer, voilà, qui ont un 5e des députés seulement, qui ont introduit une constitution et puis bon voilà. Bon, c'est vrai que quelque part c'est une idée qui est partagée par le pouvoir et le parti au pouvoir et une partie de l'opposition. C'est vrai que c'est l'opposition extra-parlementaire, mais c'est tout ce monde qui a partagé l'idée. Et c'est des gens qui ont été élus par la population. Donc, bon, c'est vrai,
après, il y a des failles dans la Constitution, mais eux, ils disposent quand même d'une certaine légitimité pour légiférer, pour introduire déjà cette proposition de loi et légiférer. Ils ont donc, je pense que tout ça, c'est la Constitution qui prévoit. Donc, il n'y a rien d'inégal là-dessus. On peut mener le débat autour de l'opportunité, certes, autour de l'opportunité, mais en réalité, ça aussi, c'est tout un autre débat. Mais je crois que ce qui reste aujourd'hui à l'opposition, c'est de tout faire pour pouvoir, comment dirais-je, gagner les prochaines élections. C'est vrai que je ne sais pas si c'est le professeur qui le dit ou bien c'est monsieur Léon Grapoum qui disait que non, qu'ils sont surpris. Non, les élections se préparent depuis. C'est la même chose qu'on reproche à l'opposition. Il faut que l'opposition s'organise. C'est pas parce qu'on a reporté l'élection d'une semaine que ça va cafouiller toutes les préparations de cette élection. L'élection se prépare depuis. C'est parce qu'ils étaient aussi absents. Je ne veux pas revenir sur ce sujet-là en 2018 qu'aujourd'hui tout ça se passe comme ça. Donc, ils devraient s'organiser et être beaucoup plus actifs sur le terrain sur cette question. Et puis pour finir, je crois que aujourd'hui, je ne suis pas tenté, je suis tenté plutôt de dire que le vin est tiré, il faut le boire, mais bon, je suis loin de le dire parce que la deuxième lecture n'a pas encore été faite et le président n'a pas encore promulgué. Mais quelque part aussi, il faut voir les avantages, les avantages de cette nouvelle constitution. C'est vrai que le texte ne circule pas, mais les principales dispositions de cette loi ont été quand même, comment je peux le dire, on a beaucoup communiqué sur les principales réformes de cette loi. Et donc je pense qu'il faut voir, on a toujours accusé le président d'être, on a toujours pensé qu'il y a un président qui est très fort. Mais si aujourd'hui, si demain, il y a une disposition qui fait que le pouvoir est un tout petit peu partagé, je pense que c'est un plus. C'est vraiment un plus pour la population. Donc s'il n'y a plus un seul président, parce qu'avant c'était un régime semi-présidentiel qui en réalité fonctionnait comme un régime présidentiel. Voilà. Mais si demain, on a vraiment un régime parlementaire, mais avec deux personnes, entre guillemets, voire l'Assemblée nationale même qui partage le pouvoir. Quand je dis deux personnalités, le président du Conseil des ministres, ce monde-là qui partage le pouvoir, je pense que vraiment on peut voir, l'opposition peut voir ce quel levier actionner pour pouvoir aussi jouer sa partition, quoi. Merci. C'est quelque chose ce que je voulais apporter. Merci de nous avoir appelés. Ça fait plaisir de vous écouter. Alors, professeur Pinipini, dites-nous, c'est vrai que nous sommes pratiquement à la fin donc de notre émission, mais vous venez d'entendre les deux parties. Qu'en dites-vous? Non, mais je suis content d'entendre ce que disaient les amis. Vous savez, ce que nous demandons, nous les Africains, pour ne pas dire nous, que les Africains ne meurent plus, ne soient plus par d'autres Africains. L'histoire sanglante du Togo est connue. Le Togo, c'est pas un pays qui vit à la Lune. Donc, depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, nous savons tout ce qui se passe au Togo. Combien de gens sont tués et comment ils sont tués. Nous ne voulons plus de ça. Donc, ces régimes-là de tueries, ça doit finir. Parce que quand ça commence avec des rassemblements de policiers dans des ronds-points, nous savons comment ça va se finir. Donc, cela doit s'arrêter de vouloir chercher à nous, parce que ce sont des familles endeuillées. On peut bien défendre, je veux bien qu'on défende le régime, qu'on défende tout, mais quand ça entre dans sa propre famille, on a des gens qui sont tués, on ne va pas s'en réjouir. Nous ne voulons plus de ça. Nous voulons d'un Togo qui rejoigne la ligne qui est tracée maintenant d'une nouvelle Afrique. Donc, une Afrique pacifiée, une Afrique qui va aller de l'avant. Et non pas une Afrique qui va reculer toujours avec des gens qui ont des agendas cachés. Parce que maintenant, en réalité, qu'est-ce qui va se passer? Étant donné que le président devra être choisi par les parlements, donc ça veut dire qu'il n'y aura plus d'élections présidentielles. Donc, tel est l'enjeu et qui va rester là au pouvoir. Donc, moi, je pense que on doit être sérieux là, on doit être juste et
prendre notre peuple, le prendre au sérieux. Si on veut une consultation, elle doit être une véritable consultation. Si on veut changer la constitution, ça doit se faire dans l'intérêt de la population. C'est ça que moi je demande, et pas avoir de petits calculs politiciens pour pouvoir se maintenir au pouvoir, tant pis de ce qui va arriver. Ça ne va pas. Donc moi, c'est mon souhait est que le Togo rejoigne la ligne qui est tracée d'une nouvelle Afrique, d'une Afrique pacifiée, d'une Afrique autrement gérée, d'une Afrique où la population africaine va vivre en paix, va vivre en sérénité et va pouvoir circuler, avoir une mobilité qui est assurée. C'est ça que nous voulons, c'est ça que nous demandons. Nous ne demandons pas autre chose. Donc moi je suis Togolais, comme tous les Togolais. Ne me prenez pas comme étant un étranger. Je me bats pour que le Togo puisse être un véritable Togo des Togolais. Et je suis Togolais de ce point de vue-là. Merci. Nous sommes à la fin, chers amis, chers téléspectateurs, pour votre émission Avis de la diaspora. Mais j'ai une dernière question à laquelle tous nos invités doivent répondre. Alors, quel scénario, après donc les élections législatives et régionales, et sous quelle constitution, à quoi s'attendre à l'issue donc de ces campagnes électorales et puis des élections législatives et régionales? C'est une grande question qui fera objet donc d'une émission, mais je pose la question très rapidement à notre invité depuis Lomé, mais bien avant, on va recevoir en 2 minutes un téléspectateur. Téléspectateur, vous êtes en direct. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en direct, allez-y. On vous écoute. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Oui, je me présente, c'est M. Languet. Monsieur Languet, allez-y pour votre intervention, 2 minutes. Oui. En fait, je voulais un peu rebondir sur le dernier intervenant, sur la question de la préparation des élections. Il y a un sujet que les gens ne comprennent pas au Togo. C'est que, d'abord, nous sommes en face d'un régime qui n'a jamais gagné les élections. Jamais. Qui n'a jamais gagné les élections. Des fois, moi, ça m'intrigue de voir les gens dire que l'opposition n'est pas préparée, il n'a pas... Même sans préparation, l'opposition a toujours gagné les élections. Mais est-ce que les résultats des urnes sont programmés tels qu'elles sont? C'est ça le problème. Aujourd'hui, il y a une grande erreur parce qu'il y a d'autres qui disent que, bon, parce que l'opposition n'a pas été à l'Assemblée en 2018, le boycott de 2018 n'a pas été, et moi, jusqu'alors, moi, personnellement, je ne regrette pas ça parce que même si l'opposition a été aux élections en 2018, ce que voulait faire le régime, il pourrait le faire parce que ils savent, même l'élection qui est pendante actuellement, c'est parce qu'ils savent quel nombre ils auront à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi ils se précipitent à promulguer la loi. C'est vous qui le dites. Mais c'est vous qui le dites, c'est votre avis. Cette loi sera promulguée avant même les élections. Donc, l'opposition est en train de se lancer encore dans une bataille fatale sans réclamer dès lors. Parce que pour moi, un coup d'État constitutionnel a été déjà consommé. Et nous devons nous appuyer sur ce coup d'État-là pour pouvoir amener le régime à la raison. Je pense que c'est ce que je peux dire. Merci. Merci de nous avoir appelés. Alors, c'est l'intervention donc de l'un des téléspectateurs qui nous suit depuis Lomé. Merci de nous suivre, de vous abonner. Alors, monsieur Tété Credo, dites-nous, vous avez su ma dernière question, ça fera objet donc de conclusion. En même temps, je sais que on vous demandera la faveur de vous inviter une autre fois pour d'autres émissions, mais pour cette émission, je vous prie donc de faire 2 minutes 30 avec la conclusion en même temps. Merci. Oui, là, je voudrais, Moïse, que tu reprennes la question parce que les interventions des téléspectateurs étaient tellement riches qu'on aurait voulu
Oui, qu'on aurait voulu. Je crois que Monsieur Apom partage mon sentiment qu'on aurait voulu rebondir sur les deux interventions. Mais si tu peux nous repréciser la question, s'il vous plaît. Je vais repréciser. Vous savez, le téléphone ici est tellement en feu. En ce moment, les gens appellent nécessairement. Vous parliez des pronostics à la fin. On va revenir. Monsieur Apom, on va revenir. Non, je suis en train de rappeler juste la question. Ouais, je vais reprendre la question pour vous. Mais téléspectateurs, vous êtes en direct. Allez-y. À qui ai-je l'honneur? Bonjour, sur le plateau, j'appelle de New York. Mon nom c'est Charlie. Monsieur Charlie, 2 minutes. Ok, merci. Ça va avec moi. Ce que moi je vois qui se passe au Togo là, et ce que moi je vais dire. Et vous voyez les opposants et les partis politiques qui sont au Togo, la seule chose que moi je pense que ça peut aller, réconcilier d'abord la population entre les personnes, que ce soit nord, sud, centre et l'est, rassembler d'abord, réconcilier d'abord, parce que la population togolaise est dispersée. Ils ne s'entendent pas. Le nord ne parle pas avec le sud ne parle pas avec le nord. Et c'est les politiciens qui ont amené ça. Ils n'ont qu'à rassembler la population d'abord et changer de la stratégique. Parce que ça va continuer comme ça, et Faure sera président jusqu'à sa mort. Parce qu'il faut changer de stratégie. La population est divisée. La population togolaise est divisée. Donc, c'est ce que, ça ne regarde que moi, ce que je suis en train de dire là. Justement. Parce que nous qui les gens c'est honteux. Il y a d'autres qui ne comprennent pas. Voilà. L'émission, c'est uniquement en français. Oui, je m'excuse. Ce qui se passe, c'est parce que ça concerne le Togo, donc c'est une langue presque nationale du Togo. Mais ce qui se passe au Togo là, c'est ce que je vous ai dit là. Et vous connaissez ça. Si vous êtes J'en connais rien, moi. Vous connaissez exactement ce qui se passe. La population est divisée. Le nord est divisé contre le sud est divisé. Parce que c'est ce que l'État fait pour que nous ne puissions pas aller et avoir notre gain. Merci. Donc, je vous en remercie. Merci de nous avoir appelés. Ce sera le dernier téléspectateur que nous venons de recevoir. Alors, vous pouvez rebondir sur les interventions donc des téléspectateurs ou choisir répondre aussi à ma question qui fera objet d'une autre émission sur nos antennes ici. Alors, quel scénario, à quoi s'attendre après les élections ou sinon à l'issue donc des élections législatives et régionales au Togo et sous quelle constitution? Monsieur Credo Tété. Merci Moïse. Je voudrais remercier sincèrement les téléspectateurs qui ont répondu, messieurs Joseph, Languet et Charlie pour leur contribution. Cela dénote de l'intérêt que porte le sujet togolais dans le cœur de tous les Togolais et également dans le cœur du professeur Pini Pini qui est togolais, bien qu'il ait la nationalité togolaise avec son statut de panafricain. Donc, l'issue de quel jour avec les enjeux, les issues, donc il faut encourager les acteurs politiques à mouiller le maillot sur le terrain, à aller au tréfonds du pays pour espérer engranger des voix qui vont leur donner des sièges pour jouer convenablement leur rôle au sein de la nouvelle législature. Donc, jusqu'à aujourd'hui, la loi n'est pas encore promulguée, elle a été, disons, suspendue. C'est un exercice qui va reprendre au niveau de la commission des lois. Nous apprécierons dans les jours à venir et ce sera un plaisir pour moi de me retrouver sur ce même plateau. Je le souhaite avec le professeur et mon cher ami Léandre Apom pour que nous puissions avoir une suite dans le débat et remercier également tous les acteurs togolais. Mais dire que la politique n'est pas une religion, la politique, il faut s'investir dans la politique. Il ne faut pas attendre qu'on offre un marché en termes de politique, mais il faut se battre sur le terrain, il faut aller sur le terrain. Certains acteurs politiques ont décidé de ne pas
s'investir dans la campagne, de ne pas s'investir dans le processus électoral en cours. C'est leur choix. Nous leur respectons cela. Mais ceux qui ont décidé d'y aller, je les félicite et je leur demande de mouiller le maillot. Et si tu permets, Moïse, je voudrais rebondir un tant soit peu sur les propos du professeur Pini lorsqu'il a fait l'analyse situationnelle, mais je dis que cette analyse souffre d'absence d'éléments d'appréciation idoine et on ne saurait parler aujourd'hui encore du pays, du Togo en termes de régime de tuerie ou que les gouvernants actuels auraient un agenda caché. Je crois que c'est assez abusif. Merci au professeur Pini et merci à monsieur Apom Léandre pour ce plaisir, pour cet exercice intellectuel que nous avons fait. Merci Moïse. C'est à nous de vous remercier, chers amis. Alors, monsieur Apom Léandre, votre conclusion est la même question pour vous. Merci. Je crois que les Togolais n'ont pas réalisé l'enjeu caché derrière ces élections législatives et régionales. Les élections législatives et régionales vont donner une autre image de la vie politique togolaise. Désormais, avec les élections régionales, on aura donc les sénateurs. Et je crois que avec les sénateurs, l'animation de la vie politique va prendre une autre forme désormais. Et les élections législatives va consacrer, peut-être, ce sont mes analyses, le pronostic, c'est que la loi va être promulguée juste après la proclamation des élections ou juste après la fin des élections législatives et régionales. C'est à cette date-là qu'ils vont promulguer, que Faure va promulguer cette loi qui va consacrer la 5e République. Parce que Faure sera sûr d'avoir engrangé le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. C'est ce qui va se faire à travers donc des fraudes massives. Et ça, le régime en place est coutumier. Les Togolais le savent. Même les chèvres, les moutons savent qu'ils iront voter. Ils seront convoqués pour voter pour Faure. Des revenants, des gens qui sont morts des années vont également voter. Il y aura des doubles votes, des multiples votes. Il y aura également des détournements de voix. Il y aura des menaces et autres. J'ai participé à l'observation d'élections au Togo, hein, et donc je sais un peu comment ça se passe, les fraudes. Il y aura également des changements d'urnes qui sont déjà bourrés pour le pouvoir en place. Donc, tout cela va permettre que Faure ait un plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Et cette Assemblée-là va donc permettre de voter des lois contre la démocratie et contre la volonté du peuple. Cette 5e République qui s'impose est un exemple caricatural et c'est à nos yeux. Donc, je crois que ce qui va se faire après, c'est que Faure va être, une fois que nous allons rentrer de plein pied dans la 5e République, Faure sera donc choisi ou nommé comme président du Conseil des ministres et on va prendre quelqu'un de l'opposition pour être le président de la République, un président donc dénudé de tout pouvoir, histoire donc de plaire aux Togolais pour dire voilà, Faure maintenant il est ouvert au peuple togolais, c'est un démocrate, voilà, on a choisi un ministre, un président, nous voulons un président, un nouveau président, on l'a, mais sans pouvoir. Vous voyez, c'est ça la triste réalité, c'est ce qui va se passer après les élections. Et les sénateurs, vous voyez, Faure, selon la Constitution, et en tant que président du Conseil des ministres, va être automatiquement sénateur lui aussi, et sénateur à vie, ce qui fera que le jour où il va quitter le pouvoir, il ne peut pas être poursuivi, parce qu'il sera sénateur à vie, et donc bénéficiera de l'immunité à vie. Vous voyez, c'est tout ce plan-là qui est mis en branle aujourd'hui avec ces élections législatives et régionales. Donc, c'est Faure qui, en fait, prépare sa sortie indemne
des différentes accusations et des différentes démarches judiciaires qui vont être portées contre lui, parce que le rapport de la CDJR a également donné des pistes. Le rapport de l'Union européenne sur les crises post-électorales en 2005-2010 ont donné des pistes. Rapport de Amnesty International, des organisations de la société civile togolaise et autres ont donné des pistes. Et il y a plusieurs plaintes qui sont déposées, pas seulement contre Faure, mais contre tous ces acteurs des crises sociopolitiques qui ont créé l'instabilité au Togo depuis 2005. Donc tout ça là montre, quand vous voyez cet activisme de Faure, des députés, de changer la constitution, cela présage donc tout ce que je viens de dire. Et le pronostic, c'est que Faure va racler le plus grand nombre de députés afin de lui permettre, et la 5e République sera consacrée après les élections, et un nouveau visage du Togo sera en tout cas célébré par ce pouvoir, par ce nouveau pouvoir, et les Togolais et la classe politique de l'opposition vont rentrer dans des manifestations qui seront certainement matées, et c'est la crise qui va prendre corps et qui va peut-être perdurer pendant un moment, et Faure et la communauté internationale seront obligés d'imposer encore un autre dialogue pour apaiser le peuple togolais, afin que Faure puisse régner encore le plus longtemps possible, parce qu'il va toujours gagner les élections législatives et il va être toujours nommé chef du gouvernement. Merci. Merci, monsieur Pomme Léandre. Je sais que monsieur Tété Credo se sentait un peu interpellé. Je vais lui donner quand même 30 secondes. Non, je l'ai pas interpellé. Et normalement, si tu respectes les conclusions, normalement, on avait fini. Mais bon, si tu veux relancer le débat, alors... je propose donc vous inviter une prochaine fois. Comme tu as prévu qu'un autre débat, va être fait sur cette question-là, je suggérerais... Mon cher Léandre Drapeau est en train d'amputer sur le temps du professeur. Donc, j'aurais souhaité qu'on donne la parole au professeur, et je dirais que ce que mon cher Léandre a dit, c'est sujet, ça peut meubler même un débat, et nous ne sommes pas, selon moi, dans des séries d'incantations politiques. Merci. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup. Vous m'avez fait éclater de rire ici en studio. Alors, professeur, votre conclusion, s'il vous plaît. Oui, merci à tout le monde. D'abord, merci à toi-même, Moïse, pour nous inviter. Je voudrais juste dire à mon frère Tété que peut-être, je suis pas peut-être, mais je suis pas au Togo. Donc, on peut dire effectivement, il y a des situations qui peuvent m'échapper. Mais, je suis la situation du Togo depuis des années. Donc, moi, ce que je demande, que nos jeunes ne soient plus tués. Et je les demande solennellement. Parce qu'un jeune tué, c'est une énergie perdue. Les pays se construisent avec les jeunes. Et les jeunes, on doit sauvegarder leur vie. Cet message peut être adressé aussi bien au pouvoir qu'à l'opposition, pour dire justement par rapport à ce que nous avons dit jusqu'à présent, et même que nous avons dit avec nos amis du Mali, que nos pays nous appartiennent. Le Togo appartient à tous les Togolais, n'appartient pas qu'à une partie des Togolais. Être au pouvoir ne fait pas de vous le Togolais, le parfait Togolais. Vous êtes au pouvoir, vous êtes un Togolais comme un autre, et on est au service du Togo. Donc, nous voulons que le Togo puisse aller dans le sens du vent nouveau qui est en train de souffler sur toute l'Afrique. Le ministre des Affaires étrangères avait initié, il y a une année, une grande conférence à Lomé, panafricaine, mais il ne faudra pas être panafricain les jours et autres choses la nuit. Si on doit être panafricain, il faut l'être sérieusement. Et nous voulons que ce panafricanisme se reflète dans les actions politiques au Togo, y compris maintenant avec ce qu'on appelle la 5e République, que ce soit pas une 5e République bâclée, volée au peuple, que ce soit une 5e République pour le peuple, et que le peuple puisse se retrouver, que le peuple puisse avoir son mot, que le peuple puisse vraiment diriger, faire sérieusement son pays.
et non pas voler à tout moment les peuples et les bafouer, les mettre hors circuit par rapport à la politique du pays. La politique du pays doit être la politique voulue par le peuple togolais. Donc moi, c'est ça que je demande. Ce que nous avons demandé à nos amis au Mali, nous le demandons également à nos amis au Togo. D'autant que le Togo est à la porte de l'AES. L'AES est ouverte au Togo. Le Togo devrait entrer là-bas. Mais on ne peut pas entrer dans un désordre. Faut entrer avec ce vent nouveau par rapport à son propre peuple, par rapport à ce peuple africain qui a longtemps été meurtri, dont les genoux des impérialistes tombent sur le cou. Il faudra enlever ces genoux-là pour le peuple puisse se libérer et respirer enfin, y compris au Togo. Merci professeur Pinipini, vous êtes consultant politique, enseignant d'université, écrivain. Merci de nous avoir donné de votre temps aujourd'hui et nous avons reçu au cours de cette émission par Duplessis depuis Lomé, l'un de mes aînés, Monsieur Tété Credo. Alors merci, vous êtes journaliste et analyste. Nous avons reçu aussi depuis les États-Unis Monsieur Léandre Apom, et vous êtes défenseur des droits de l'homme et analyste politique. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous retrouverez donc sur notre chaîne YouTube les coupures, les différentes parties donc de notre émission d'aujourd'hui. Merci de nous aider, de contribuer à l'évolution de votre chaîne AfroWeb TV. Nous sommes tout ouverts à toutes les suggestions et bon début de week-end à tous et à chacun de vous. On se revoit pour un autre numéro avec le même plaisir. Bye. Voulez-vous sponsoriser l'une de nos émissions sur AfroWeb TV ou contribuer à l'évolution de la chaîne de la diaspora africaine AfroWeb TV? Contactez-nous sur le +1 319 462 89 79 ou sur le www.afrowebtv.com. Merci de soutenir votre chaîne AfroWeb TV par Cash App ou par Zelle sur le +1 319 462 89 119 ou par PayPal sur afrowebtv2020@gmail.com. AfroWeb TV, c'est l'Afrique qui gagne.